Nous sommes le 4 mars 1966 et dans un article qui paraît, John Lennon aurait déclaré « Nous sommes plus populaires que Jésus désormais. Je ne sais pas ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. » Est-ce qu'ils ont vraiment dit ça? Ne vous inquiétez pas, on en parlera dans cette vidéo. Par conséquent, cette petite phrase-là va créer vraiment beaucoup de problèmes dans leur carrière. Il est suggéré même que les Beatles et leurs disques soient brûlés. Bref, ça part un peu dans tous les sens. Mais les Beatles, en plus de ça, ne cachent pas leur attachement à la drogue. Ouais, tranquille quoi. Paul, how often have you taken LSD? 4 times. Feeling I really had that was strong, spiritual feeling, was after taking LSD. Des sons légendaires passant par le rock psychédélique, des innovations incroyables, des pochettes hors normes, des coiffures inoubliables. Mais tel un scénario d'un film d'Hollywood, les Beatles finissent avec un procès et cette image de John Lennon avec son assassin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des Beatles. Vous allez voir, l'histoire est juste incroyable. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Il y a tellement de choses qui se passent dans leur histoire. Merci pour les retours sur la dernière vidéo. Merci aussi spécialement à Gaspard. Bref, on perd pas de temps. Voici toute la vérité sur l'histoire des Beatles. L'histoire des légendaires Beatles commence avec John Lennon. Voilà un simple adolescent de Liverpool qui joue simplement de l'harmonica. Il s'intéressait beaucoup à la musique folklorique puisque c'était un peu la musique du moment. Jusqu'à ce qu'il découvre Elvis Presley et le rock'n'roll. Il voit Elvis Presley, un mec bien charismatique qui joue de la guitare. Et tout de suite, Lennon, il est matrixé. Lui aussi veut devenir chanteur et il veut devenir guitariste. Sa mère va donc lui offrir une guitare en 1957. Et sans hésiter, la même année, alors qu'il a que 16 ans, il crée un groupe avec ses camarades d'école et tout. Un groupe qu'il appelle The Quarrymen. Le groupe va bien évidemment prester à certains moments. Et lors d'une fête foraine, Lennon va faire la rencontre de quelqu'un qui va complètement changer sa vie. Bon, vice versa. Paul McCartney. Tout se passe un peu vite. À la fin de la prestation, Paul va le voir et lui montrer qu'il sait jouer de la guitare. Lennon aussi est surpris. Il lui dit mais attends, tu joues bien, tu sais chanter, viens dans mon équipe. Et c'est parti comme ça. En février 1958, Paul, tout excité d'avoir rejoint les Quarrymen, va inviter un de ses camarades, George Harrison, juste à le regarder jouer tout simplement. Lui aussi il va kiffer et il va rentrer dans le groupe. Et c'est un peu comme ça, de façon amusante, que des adolescents vont créer le plus grand groupe, l'un des plus grands groupes que le monde va connaître. Quelque temps après, Lennon va faire la rencontre de Stuart Sutcliffe et c'est en fait lui qui va convaincre le groupe de changer leur nom de The Quarrymen en The Beatles. Voilà, le groupe est enfin créé. On a 3 guitaristes, dont George Harrison, Lennon et Paul qui tous les deux jouent la guitare et chantent en même temps, Sutcliffe à la basse et un batteur qui va les rejoindre en cours de route, Pete Beast. Et grâce à leur manager, les Beatles vont débarquer en Allemagne et ils vont commencer à jouer dans des clubs de certains Bruno Koschmider. Mais en fait, tout ne va pas forcément se passer comme prévu. Dites-vous, les Beatles, ils n'ont aucun son. Ils sont tout jeunes dans le game, ils n'ont rien. Du coup, ils sont obligés d'acheter. Ils sont obligés d'écouter, d'apprendre des sons pour pouvoir les transmettre, puisque c'est ce que les gens connaissent. Les concerts sont aussi physiquement éprouvants. Ils sont fatigués. En plus de ça, les chambres dans lesquelles ils vont se reposer ne ressemblent à rien. Aucune hygiène, voilà. Vraiment du n'importe quoi. Du coup, de leur propre chef, ils vont négocier un contrat avec le club rival du club dans lequel ils jouent. Et ça sent la permission de Bruno. Bon, ils se sont dit pourquoi pas, puisqu'ils allaient gagner un peu plus d'argent et tout, donc voilà, bon, ça gêne pas. Mais, bien évidemment, ça ne va pas plaire à Bruno. Du coup, lorsqu'il va apprendre ça, il va d'abord mettre fin à leur contrat. C'est fini avec vous, je veux plus de vous. Il va dénoncer George Harrison aux autorités allemandes parce qu'il avait menti sur son âge. À ce moment-là, tout part un peu dans tous les sens. Paul et Pete Beast seront accusés d'avoir tenté de mettre feu au Indra Club. Ils vont donc passer une nuit en prison. On a John Lennon qui n'a plus rien sur lui. Quant à Sutcliffe, il va décider de quitter le groupe puisque voilà, ça sent pas bon pour eux actuellement. Et s'il y a bien un moment où les Beatles se sont dit, ça va jamais marcher, c'est mieux on arrête, c'était là. Mais heureusement qu'ils vont revenir en Allemagne. Et à leur retour, ils vont avoir un contrat, un tout nouveau contrat de 7 semaines au Star Club. Mais malheureusement, dans cette période-là, Sutcliffe va perdre la vie, ce qui va vraiment toucher le groupe. Mais ça ne va pas les empêcher d'enchaîner les shows. Paul McCartney le remplace à la basse. Et là, c'est parti. Des shows même 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et qui dit plusieurs shows, dit plus d'expérience. Le progrès va donc se faire remarquer partout, en tout cas dans le secteur, au point où plusieurs vont croire même que le groupe est allemand. Et c'est justement à cette période-là que la mayonnaise va commencer à prendre juste un peu. On a Tony Sheridan qui va les approcher, et il va les approcher pour leur dire que voilà les gars, je vous invite sur mon disque, est-ce que vous êtes prêts? Les Beatles aussi, voilà, tout hypé, ils cherchent à stonks, ils cherchent à percer, du coup ils acceptent, et c'est parti, let's go.
Alors que Polydor, le label de Sheridan, commence à commercialiser le 45 tours en Allemagne, les Beatles commencent à se faire connaître un peu par tout le monde, au point où en décembre 1961, un certain Brian Epstein, il est intrigué par les Beatles. Il se dit, mais en fait, c'est qui eux? Pourquoi on parle d'eux? Pourquoi on achète leurs disques? Il n'a aucune expérience, il n'a vraiment aucune expérience en tant que manager, tout ça. Mais il va voir les Beatles comme un doyen, voilà. Il va leur dire, bon, les petits, nous aussi, là, c'est nous, on contrôle. Je peux vous trouver des contacts qui vont vous emmener à la popularité. Voilà, vous connaissez, il va réussir à les épater. Il va leur proposer de devenir leur manager. Ce que les Beatles vont carrément accepter. Premier venu, premier servi. Et pour la petite anecdote, c'est lui qui va leur faire abandonner leurs vêtements en cuir, voilà, au profit de complets vestons, comme des professionnels à cette époque. Voilà, la même année, Brian Epstein va commencer à prospecter auprès des maisons de disques, histoire de trouver ce petit contrat d'enregistrement là qui va le faire péter. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Il va enchaîner les tentatives sans succès. Le groupe va même auditionner pour Decca Records, qui les a rejetés en disant que les groupes de guitare sont sur le point de disparaître et que les Beatles n'ont pas d'avenir dans le show business. Franchement, s'il savait. Par contre, le producteur George Martin va se laisser convaincre par Brian et comme par miracle, il va signer les Beatles sur le label parlophone d'EMI. Lui, il a senti le potentiel et il s'est dit, bon, on va essayer. Il va bien apprécier leur composition Love Me Do. Voilà le son Love Me Do. Mais il va pas trop aimer le jeu de batterie de Pete Beast. Du coup, les Beatles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire à Pete Beast que voilà, merci pour tout, fais tes bagages. Au revoir. Voilà, aussi simple que ça. Et ils vont engager un certain Ringo Starr, un batteur assez connu qui jouait aussi au Star Club. Bon, il y a eu des conflits et plusieurs versions de Love Me Do, mais ce qui est clair, c'est que le 5 octobre 1962, Love Me Do est le tout premier single des Beatles. Et à leur grande surprise, c'est un succès. Les fans vont vite les adopter. Après, écoutez vous-même, sans se rendre compte qu'ils étaient spéciaux. Lennon qui colle parfaitement avec Paul McCartney. George Harrison, très bon guitariste. Ringo qui assure à la batterie. En plus de ça, le jeu de l'harmonica, voilà. Ils ont apporté cette fraîcheur que l'époque avait besoin. Le public a bien accueilli le single, donc voilà, il faut enchaîner. Les Beatles s'enchaînent donc avec Please Please Me, un autre single, et c'est un autre succès. Pratiquement le tout premier titre, numéro 1 des Beatles. L'année suivante déterre plus que jamais. Les Beatles enregistrent 10 chansons en une journée. Ils ont tapé 10 chansons en une journée. Et tout ça pour leur tout premier album, Please Please Me. Les gars, déjà à ce stade-là, ils ont percé. Et le succès se répand en fait sur tout le Royaume-Uni. On a From Me to You en avril, puis She Loves You en août, classé numéro 1 des ventes de singles. Les Beatles commencent à goûter un peu au goût de la célébrité, puisque lorsqu'ils font leur concert, il y a énormément de personnes. Et c'est à ce moment-là que les médias, la presse, vont commencer à parler de la Beatlemania. Nous sommes dans une période où les Beatles ont complètement matrixé toute la jeunesse. Et après, faut qu'on se dise la vérité, les gars, ils étaient stylés, mais ils avaient du flow. Tout ce qu'ils faisaient avait l'air stylé. Du coup, tout le monde voulait faire comme eux. Les fans, surtout même les filles, se tuaient carrément juste pour les voir. Il y a même eu des témoignages qui disaient que certaines filles, durant les concerts des Beatles, se pissaient littéralement dessus parce qu'elles étaient trop contentes de voir les Beatles. En plus de ça, les gars, ils n'avaient pas peur de prendre position sur des sujets assez sensibles. Ils ont une fois même décidé de ne pas jouer, de ne pas donner des spectacles à un public partagé entre les noirs et les blancs. Et ça a tellement augmenté leur popularité qu'il est arrivé un moment où ils ne pouvaient plus donner d'autographes. Leurs doigts, leurs bras étaient fatigués. En plus de ça, c'est avec ces mêmes bras et doigts qu'ils vont jouer à la guitare. Du coup, c'était plus possible. Le groupe a aussi joué dans la comédie à succès A Hard Day Night, ce qui donnera naissance à un album. Et pas très longtemps après ça, leur manager vient leur voir et leur dit, bon, au stade où vous êtes arrivé, il faut maintenir la popularité. Il faudra respecter un rythme de 2 albums par année. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ainsi que malgré leurs nombreux concerts, leurs nombreuses tournées, qu'ils vont faire sortir Beatles for Sale. When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Un succès comme d'habitude, voilà, ne vous inquiétez pas. Aussi, après avoir bien aimé leur toute première comédie musicale, ils vont enchaîner avec un deuxième en sortant
Help. Un album dans lequel se trouve une chanson assez spéciale que j'apprécie tant. Une chanson que Paul McCartney jouera et chantera tout seul. Une première pour le groupe quand même qui n'avait jamais fait ça auparavant. Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man. Bon, jusque-là, tout se passait bien. Mais en fait, après ce succès de fou, ils vont petit à petit s'attacher à la drogue. Ils vont sortir de leur période de bons garçons souriants pour faire place à des garçons plus matures, plus mûrs avec l'album Rubber Soul. Et en fait, cet album marque le début d'une période assez sombre qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont vécu auparavant. Ok, nous sommes en 1966 et les Beatles vont rentrer dans une période assez bizarre de leur carrière. Il y a des choses qu'ils ont fait, il y a des choses qu'ils vont subir, qui vont peut-être vous choquer. Mais bon, avant ça, après avoir sorti 7 albums, qui ont eu bien évidemment du succès, les Beatles sortent Revolver. C'est un album assez particulier dans lequel les Beatles ouvrent l'ère du rock psychédélique. Je vous explique en vite fait, hein. C'est un genre musical influencé tout simplement par la prise de psychodrop et de LSD. Voilà, pas que dans ce style, ils introduisent de nouveaux effets sonores comme par exemple des guitares électriques, souvent utilisés par des effets wah-wah. On a aussi la fuzzbox, le phaser, la réverbération, bon c'est des mots aussi assez techniques, hein. Des éléments même de la musique indienne. Bref, en fait c'est toute une nouvelle manière de concevoir la musique rock et surtout en fait la musique Beatles. Mais comme je l'avais dit, le truc c'est que plus leur succès grandit, plus ils ont du mal à gérer. Leurs prestations publiques se déroulent dans des conditions presque impossibles. Imagine en fait t'es dans un concert où le bruit des fans est plus fort que le bruit de la musique. C'est pas possible en fait. Donc là ils vont commencer à se dire bon, est-ce qu'il faut arrêter les tournées, il faut arrêter les concerts. Bon, il va y avoir un peu de doute sur ça. Mais en fait la situation va devenir encore plus incontrôlable puisqu'au début de l'année, les Beatles vont faire une interview dans laquelle John Lennon aurait déclaré « Nous sommes plus populaires que Jésus, désormais. Je ne sais pas ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. » Au Royaume-Uni, ça passe inaperçu. Les gens passent dessus comme si rien n'était. Mais aux States, c'est un scandale. Les États-Unis sont choqués d'entendre ça. Lorsque l'article est repris dans le magazine Datebook, les propos sont amplifiés. La phrase « Nous sommes plus populaires que Jésus » passe comme par miracle à « Nous sommes plus grands que Jésus ». Il est suggéré que les Beatles, leurs disques, tout ce qu'ils ont fait, leurs photos, tout ça soit brûlé en représailles de ces paroles blasphématoires. Des bannières sur lesquelles on pouvait lire « Jésus est mort pour toi Lennon » ou encore « John Lennon et Satan pouvaient se voir aux États-Unis. » Bref, ça commençait à vraiment aller loin. Chez les Beatles, c'est un peu la panique. Et Brian Epstein, voilà, leur manager, va réussir à convaincre Lennon à essayer de calmer la situation. You know, I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong and now it's all this. Mais en fait, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'était déjà gâté. Après leur concert aux Philippines, ils sont insultés et menacés de mort sur le chemin qui les mène à l'aéroport. Et à partir de là, en fait, ils se disent non, c'est trop. Là, vous dépassez les limites. Vous touchez à notre sensibilité. Les Beatles ont peur, ils se retrouvent plus. Et là, ils se disent, les tournées, c'est fini. Ok, nous sommes à une période où les Beatles sont calmes, ils ont cru mourir, ils ont gagné en maturité aussi. Et vu qu'ils n'ont plus rien à faire, ils vont produire du son. Et si vous remarquez bien, leur style ont complètement changé. Ils se sont laissés pousser la moustache, eux tous. Hein. C'est fini les tournées, c'est fini les costumes, voilà. Les Beatles s'installent dans les studios d'Emmy. Et malgré qu'ils ne soient pas très en forme, grâce à la drogue. Oui, parce que voilà, les frérots n'ont pas arrêté. Ils viennent à peine de commencer même. Les Beatles vont sortir un banger. Et il sera reconnu comme la meilleure œuvre rock de tous les temps. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Et en fait, l'idée était que non seulement l'album soit un spectacle, mais aussi que la pochette ait tellement de détails qu'à chaque aperçu, on a l'impression de voir quelque chose de nouveau. Les Beatles vont encore plus loin dans leurs innovations dans cet album, puisqu'on a des ingénieurs qui inventent de nouvelles techniques d'enregistrement, des nouveaux sons, des nouveaux instruments. Au niveau des sons, pratiquement que des masterclass. On a She's Living Home, tiré d'une histoire vraie, une chanson qui va toucher vraiment beaucoup de monde. She's leaving home after living alone for so many years. On a aussi With a Little Help on My Friend, chanté par Ringo, qui sera vraiment très apprécié. A Day in Life avec des orchestres et tout. Les Beatles sont à leur prime, quoi. Mais sachant qu'ils ont été inspirés principalement par la drogue, il est important de voir l'aspect négatif de cet album parce que ça aura des conséquences sur leur carrière. Et c'est aussi quelque chose qui va avoir beaucoup de sens dans la suite avec l'assassinat de Lennon et tout ça. Spécialement pendant l'enregistrement de Sgt. Pepper's, après avoir essayé la cocaïne et l'héroïne, les Beatles vont s'amuser à placer des petites références à la drogue. Et c'est quelque chose que plusieurs médias vont capter et ils vont censurer. Dans le son You See in the Sky with Diamond, dont les initiales sont LSD, il dit ces paroles. Bon, je vais vous en citer quelques-unes. Une fille aux yeux kaléidoscopiques, des fleurs en cellophane jaune et verte surplombent ta tête. On a aussi le son A Day in Life dans lequel ils écrivent ensemble la phrase I'd love to turn you on, qu'on pourrait traduire par j'aimerais te brancher, j'aimerais te faire planer ou encore j'aimerais t'exciter. Bref, ce sont des choses qui vont faire scandale puisque en fait les Beatles c'est les jeunes qu'ils touchent et ils vont fortement influencer les jeunes. Il y a des jeunes qui vont fumer, il y a des jeunes qui vont s'adonner à la drogue à cause des Beatles. Ils vont pousser le bouchon encore plus loin avec le manager en finançant une pétition dans laquelle il est dit que la loi interdisant la marijuana est immorale en principe et inapplicable en pratique. Et c'est à peu près à cette période-là que le groupe va tragiquement subir un gros choc. Ils vont apprendre que le manager Brian Epstein est décédé d'une overdose de drogue à l'âge de 32 ans. John, where would you be today without Mr. Epstein? I don't know. Are you driving down to London tonight? Yes, somebody's taking us down here. You heard the news this afternoon, I believe, Yes, and Paul's already gone down. yes. Ils sont choqués, sans repère. Ils ont perdu celui avec qui ils sont devenus des stars. Et ça va forcément avoir des répercussions sur le groupe. Bon, avant même de pouvoir vraiment faire le deuil, juste après la mort de Brian, les Beatles sortent Magical Mystery Tower. Et il faut bien comprendre que ce sont des sons qui sont liés à un film. Les Beatles ici là n'ont plus de manager, du coup il faut que quelqu'un prenne les devants. Et c'est finalement Paul qui va prendre le rôle de chef on griffe du groupe puisque Lennon ça va pas, Lennon est en train de se dissoudre sous l'effet du LSD. Et il préfère passer du bon temps avec sa compagne Yoko Ono. Ils décident alors de créer leur propre maison de disques, Apple, mais bientôt les ennuis vont s'accumuler. Mais la situation financière d'Apple les mène petit à petit à la faillite. Et il y a encore d'autres sujets qui deviennent problématiques, comme par exemple le choix du nouveau manager. Il y aura vraiment des conflits sur ce sujet-là, mais c'est finalement Alan Klein, celui qui est en même temps le manager des Rolling Stones, qui sera choisi. Bon, voilà, nous sommes en 68 et tout comme en 66, les Beatles continuent de produire des sons. Ils vont enregistrer tellement de sons qu'ils vont faire un double album, tout simplement appelé The Beatles. Un album qui sera connu plus sous le nom de The White Album, puisqu'il n'a aucun graphique, il n'a aucun texte. Et sur cet album, rien à voir avec le rock psychédélique qu'on a pu voir. Les Beatles reviennent à la bonne vieille méthode et on a droit à du rock and roll. Les arrangements sont plus simples, les textes sont moins philosophiques, ils se prennent vraiment pas la tête. Mais je vous assure, hein, c'est vraiment pas la même joie du début. Les relations commencent à se dégrader petit à petit. En fait, vous allez voir dans la suite, hein, ils se forment des petits clans entre eux, ils se voient de moins en moins. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a plus Brian en fait. Il n'y a plus de Brian pour trancher sur leurs décisions, il n'y a plus Brian pour les conseiller. Et bien évidemment, tous ces petits trucs-là agissent sur l'alchimie aussi, qui régnait dans le groupe autrefois. Ils savent plus où ils vont et où ils doivent aller. Ils ne font que faire des sons, juste parce qu'ils doivent faire des sons. Ever since Mr. Epstein passed away,
It's never been the same. I mean, we've been very negative since Mr. Epstein passed away. Et pour y remédier, Paul McCartney a proposé de reprendre les tournées, voilà, reprendre vraiment les scènes. Ceux qui vont tous accepter, mais bon, les répétitions ne vont pas se passer comme prévu. La présence de Yoko Ono, la compagne de Lennon, voilà, les perturbe et ils s'entendent plus vraiment. C'est bizarre, c'est pas comme si c'est voulu, mais ils s'entendent plus, c'est bizarre. Et pratiquement eux tous ont commencé à envisager une carrière solo. Ça devient vraiment compliqué puisque c'est comme s'il n'y a aucune solution et le groupe en train de mourir. Nous sommes donc en 69 et à l'initiative de George Harrison, Billy Preston va rejoindre les Beatles au clavier pour leur ultime prestation publique sur le toit de leur immeuble le 30 janvier 1969. Don't let me down. Oh, yeah. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Mais bon, après ça, les Beatles n'ont plus vraiment envie de se voir. Du coup, pas question d'aller en studio pour faire de la musique. Au cours de l'année, la même collection d'albums qu'ils ont composé à l'époque de The White Album va servir pour l'album nommé Abbey Road. Mais avant même la sortie en septembre de cet album-là, John Lennon décide de quitter le groupe. Avec tout ce qui se passe là, il préfère aller en solo et envisager une petite carrière avec Yoko Ono, qui est également aussi une chanteuse. Et on peut se dire que c'est un peu elle qui l'a vraiment distrait, puisque c'est ce petit départ là qui va faire couler de l'encre. Les fans ne savent pas puisque l'annonce n'a pas été rendue publique. Du coup, cet album, c'est un autre succès. Les titres évoquent les frustrations, les tracas, l'argent qu'ils n'arrivent plus à obtenir, des dettes, des négociations juridiques. Il parle aussi des grands moments de tension dans le groupe. Bref, les Beatles, c'est fini. Sauf qu'il n'y a personne qui a le courage d'en parler. Et malgré le départ de Lennon, Alan Klein s'en fout un peu. Il voulait quand même voir un dernier album des Beatles. Les bandes qu'ils ont enregistrées en janvier vont être réutilisées, ce qui donnera Let It Be. Mais peu de temps avant la sortie de l'album, les Beatles décident tous de complètement arrêter. Only a brief document or two left. The record, I'd just like to say these are more papers that I don't know what they say. Any of these? But I'm sorry. Gentlemen, The event is so momentous that historians may one day view it as a landmark in the decline of the British Empire. La nouvelle a dévasté le monde entier puisque les Beatles, les légendes, décident de laisser tomber. C'est pas comme s'ils n'ont plus d'inspiration, c'est pas comme s'ils ne sont plus à leur niveau. Tout le monde est un peu étonné et on se demande en fait pourquoi. Parce qu'en fait les Beatles c'était pas qu'un simple groupe, ils se complétaient, ils ont bien duré aussi dans le temps. Ils nous ont tous influencés même d'une certaine manière. Si l'histoire s'était terminée comme ça aurait été bien. Mais c'est pas encore fini. Pour couronner le tout et pour les achever carrément, les Beatles perdent également la propriété de leur catalogue. Fin 1970, Paul McCartney intente un procès contre Alan Klein et ses camarades, afin de mettre un terme définitif à l'entité juridique Beatles. Pour quelles raisons vous allez me dire? Et bah pour la simple raison qu'ils allaient perdre tous leurs droits et l'argent aurait été pour Alan Klein. La dissolution juridique du groupe sera finalement prononcée en 75. Bon, heureusement, tous les quatre vont avoir une carrière solo. Ils ont tous eu pratiquement un succès assez bien. Même si c'est pas le succès des grands Beatles, mais voilà, ils vont avoir quand même des petits succès. Sauf qu'il y a quelque chose qui se passera après leur rupture, qui va choquer le monde entier. Et ça, c'est vraiment un choc, un gros choc. C'est l'assassinat de John Lennon.
fait, c'est un sujet qui mérite vraiment une vidéo entière pour qu'on parle, voilà, en long et en large. Pourquoi il a tué Lennon? Qu'est-ce qui l'a motivé à tuer Lennon? Mais pour vous la faire courte, c'était juste un gars aigri qui avait des problèmes mentaux, qui ne pouvait pas se contrôler. C'est comme s'il était encouragé par des démons qui le poussaient à tuer Lennon. Quelqu'un qui ne va pas bien dans sa tête, qui voulait devenir célèbre. Il s'est dit qu'il allait devenir célèbre en tuant Lennon. C'est incroyable. Bref les gars, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour tout, merci d'avoir regardé jusqu'à là. Si vous avez regardé, vous pouvez me dire en commentaire que vous avez regardé jusqu'à là. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. On se dit à la prochaine vidéo les gars. Peace, prenez soin de vous. Voilà, juste ça.